Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono. Au programme ce soir du cyclisme avec un débrief du Tour de Vendée, du basket avec la première victoire, du RVBC mais aussi du rink hockey et du football. 85 Chrono, c'est parti. Pour débuter cette émission, je vous le disais, nous débrieferons le 52e Tour de Vendée. Et pour faire ce débrief, évidemment, je ne suis pas seul. Avec moi en plateau, Vincent Calandreau, président du Tour de Vendée. Bonsoir. Bonsoir. À ma droite, Simon Philippot, que vous connaissez peut-être sur la matinale, également bénévole au Tour de Vendée. Bonsoir Simon. Bonsoir Paul. Ou bonjour, on s'est déjà vu aujourd'hui. C'est vrai. On peut dire les deux. Mais nous parlerons également du Chrono des Nations. Ça sera ce week-end. Et avec nous pour en parler, Marion Hérault-Garnier, présidente du Chrono des Nations. Bonsoir Marion. Bonsoir. Un chapitre basket, ensuite après le vélo avec la première victoire à domicile du RVBC au terme d'un match complètement fou, vous le verrez. Et enfin, du rink hockey avec la deuxième journée de National 1 Elite et un mot de football avec le 5e tour de la Coupe de France. Si vous le voulez bien, je vous propose de commencer par le vélo et faire un petit résumé de ce 52e tour de Vendée. 52e édition du Tour de Vendée ce samedi après une annulation, Simon, l'an dernier. C'était donc le grand retour, 202 km à parcourir entre Saint-Mémin et Dompierre-sur-Yon avec une boucle finale de 20 km à effectuer deux fois pour une arrivée inédite à Dompierre-sur-Yon. Dès le début de la course, une échappée se forme, 5 coureurs, on y retrouve notamment le français Anthony Delaplace pour sa dernière course, ainsi que Johan Simon, Maximilien Juillard, Diogo Gonçalves et Yacoub Otrouba. Ce groupe compte jusqu'à 5 minutes d'avance et dans le peloton, c'est Total Energy qui roule à 17 km de l'arrivée. Information importante, Dorian Godon, le champion de France, a un petit problème mécanique, mais il réintègre le peloton. L'échappée, qui était de 5 coureurs, se transforme ensuite en une échappée de 3 coureurs, avec toujours Anthony Delaplace. Et à 1 km de l'arrivée, c'est terminé de l'échappée. Malgré les efforts du peloton pour revenir, c'est seulement au dernier kilomètre qu'ils ont réussi à reprendre cette échappée. Et dans la bosse à Dompierre, c'est Émilien Janière, le local, le Vendéen, qui lance en premier le sprint, qui va se faire dépasser sur la droite de la route, vous le voyez avec son maillot bleu-blanc-rouge, Dorian Godon, qui va presque le déposer, 2-3 mètres d'avance. Émilien Janière, donc deuxième, troisième l'Italien Giovanni Lonardi, et le quatrième Clément Venturini pour sa dernière course avec Arkea, qui remporte donc la Coupe de France. Un beau sprint, un beau Tour de Vendée, Simon. Oui, un beau Tour de Vendée pour un retour après un an d'interruption, comme tu le disais Paul. On a assisté à une très belle épreuve, déjà sous le soleil. C'était pas forcément gagné au départ à Saint-Mémin avec un petit peu de brouillard en cours de matinée, mais en tout cas une très belle édition avec d'une part ce départ inédit à Saint-Mémin, plus petite commune à accueillir un départ du Tour de Vendée, et puis arrivée aussi inédite à Dompierre-sur-Yon avec un très beau final assez technique que tous les coureurs quasiment avaient repéré la veille. On avait vu la veille passée dans le bourg de Dompierre-sur-Yon à Decathlon, G2R, Total Energy, Groupama FDJ en repérage, et puis une ambiance aussi particulière. Un mot d'ailleurs Vincent sur cette ambiance particulière sur ce Tour de Vendée, parce que il y avait d'un côté les fans d'Émilien Janière, le local de l'étape, qui étaient présents en nombre, et puis aussi des coureurs qui arrêtaient leur carrière à l'occasion de la course samedi. C'était le cas de Anthony Delaplace ou encore de Emmanuel Morin et de Anthony Pérez, et chacun avait aussi leur fan club qui ont mis l'ambiance sur l'ensemble du parcours. Bah oui, effectivement, ces coureurs-là, la famille, les amis sont venus et ont animé le parcours. Dès le matin, on a pu les voir mettre un peu d'ambiance forcément lors de la présentation des équipes. Et après, on les a retrouvés tout le long du parcours et forcément à l'arrivée. Donc c'était très festif et c'est bien, ça fait plaisir à voir. Un petit mot sur la course. Donc c'était la 52e édition, on l'a dit plusieurs fois. Dernière manche également de la Coupe de France. Alors Guillaume Martin-Guillonnet était absent, donc la victoire finale se joue entre, donc on l'a vu, Clément Venturini et Émilien Janière. Ça rajoute aussi un peu de suspense à ce Tour de Vendée. Oui, un peu de suspense. Émilien Janière pouvait espérer, pourquoi pas, en fonction de la position de Clément Venturini, remporter la Coupe de France. Finalement, Venturini finit dans le top 5 et donc remporte cette Coupe de France FDJ. Un Clément Venturini qui avait un sentiment
sentiment assez partagé, on l'a vu en interview et sur le podium, puisque certes il remporte la Coupe de France et le classement général, mais il est sans contrat pour la prochaine saison 2026. Il court pour l'équipe Arca BNB Hotel qui, on le sait malheureusement, devrait pas repartir en 2026, et donc il n'a pas de contrat professionnel. Donc il était à la fois heureux bien sûr d'avoir remporté ce classement général, ce qui prouve aussi sa régularité sur l'ensemble de la saison, et bien sûr un petit peu triste et déçu parce que le Tour de Vendée était peut-être la dernière course de sa carrière. Je vous propose qu'on les écoute tous à notre micro. Je suis plutôt serein pour ça. J'ai l'habitude d'avoir quelques soucis mécaniques, mais on m'a rentré dans le dérailleur là sur la ligne au dernier tour et je pouvais plus changer les vitesses. Donc voilà, on a changé les vitesses rapidement et puis il y avait toujours un peu de tension à la fin avec l'échappée qui a vraiment bien résisté. Et voilà, je pense que c'était une belle course, il y avait un peu de suspense. Déçu, oui, forcément. Moi, je me satisfais pas d'une deuxième place, même si c'est derrière un champion, c'est le cas de le dire, qui a déjà gagné en Vendée, chez moi, aux Herbiers. Voilà, ça fait 2 fois en Vendée. On va peut-être le naturaliser vendéen. Mais bon, non, j'espère que la prochaine fois, ce sera la bonne. Mais on va dire que sur mes 3 dernières grosses performances, mes 3 dernières deuxièmes places, derrière Dely, puis là derrière Godon, c'est quand même des gros noms, des très grandes stars du cyclisme. Ça me fait presque plus chier, c'est le cas de le dire, pour l'équipe en fait, parce que le boulot qu'on a fait, on a assumé toute la journée et il était quand même au-dessus sur le sprint, donc la déception mais pas vraiment de regret. C'est bien, c'est honorifique, je pense que ça me représente bien, c'est-à-dire une régularité. Après on court pour la gagne, mais là, pour tout vous dire, j'avais vraiment hâte que la course se passe. J'arrive vraiment au bout du bout là. Une période très difficile pour moi ces derniers temps, mais voilà, je suis content de, on va dire, clôturer 2025 et en espérant que 2026 soit beau. C'est toujours mieux que rien, c'est clair. Mais voilà, je suis vraiment content et c'était une dernière avec le maillot Arca, donc on va dire que je leur apporte après mes 2 titres de champion de France, un petit trophée assez sympa. Tu le disais, du coup, on l'a entendu, Clément Venturini, moitié content, moitié déçu. Et puis on a entendu aussi Emilien Janière qui parlait du travail de la Total Energy, qui a été devant toute la journée, qui a aussi ramené l'échappée à seulement 1 kilomètre de l'arrivée. Oui, parce que l'échappée donnait un peu de fil à retordre, on peut le dire, au peloton sur ce Tour de Vendée, échappée A5 dont tu parlais tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'en général le scénario c'est on laisse filer l'échappée, on laisse 3-4 minutes d'avance, le peloton contrôle et puis dans les 40-30 derniers kilomètres le peloton finit par revenir. Mais là à 1 kilomètre il n'était pas encore revenu sur les hommes de tête, notamment sur un coureur, le portugais Diego Gonçalves de l'équipe Ferenze, qui a été le dernier à résister jusqu'au bout du bout au retour du peloton, coureur d'une petite équipe continentale invitée sur ce Tour de Vendée. Mais ça donnait une belle bagarre entre le peloton et l'échappée. Total a roulé. Bon, malheureusement, la victoire n'est pas au bout. On aurait pu penser que Emilien Janière a été bien emmené dans ce sprint final. C'était sans compter sur la puissance de Dorian Godon. Alors j'ai un truc sur lequel je voulais t'interroger, Emilien Janière. Est-ce qu'il lance pas son sprint un peu trop tôt, peut-être 50 mètres trop tôt? Jeff, si tu peux nous remettre les images du sprint peut-être en vue aérienne. Et je crois qu'il t'a dit quelque chose la veille qui en plus porte tout son sens. Bah oui. Alors, on va faire une confidence, c'est vrai qu'on peut penser qu'il lance d'un peu trop loin son sprint Emilien sur le final de ce Tour de Vendée, mais la veille effectivement il est passé en reconnaissance en pleine installation du coup de l'arrivée et il nous disait j'aurais bien aimé que l'arrivée soit un petit peu plus loin encore que ce qu'elle était dans Dompierre-sur-Yon. Finalement quand on voit le sprint, heureusement qu'elle n'était pas si loin que ça puisqu'il décroche la 2e place, mais si elle avait été un peu plus loin on peut penser bien que le 3e Leonardi Giovanni serait revenu sur Emilien. Donc voilà, après on sait qu'il y avait ce virage aussi difficile à négocier en bas de cette arrivée, pas forcément simple pour les coureurs avec cette descente dans le dernier kilomètre, mais effectivement l'arrivée était quand même plutôt bien placée, je pense. Oui, bien placée pour lui et puis même pour Dorian Godon. Au final c'était un profil qui lui convenait parfaitement en pente, on peut le dire, en montée un peu comme ça là sur les 500 derniers mètres. Tout à fait, et puis Dorian Godon est aussi maintenant un habitué de la victoire en Vendée, on peut le dire. Il a gagné son titre de champion de France au mois de juin dernier aux Herbiers, dont on va parler dans quelques instants. La Vendée lui réussit plutôt bien, une belle saison pour Dorian Godon. Et puis petit clin d'œil, il avait aussi dans la voiture un directeur sportif qui connaît très très bien les routes vendéennes, puisque c'était Kevin Fouache, le directeur sportif de l'équipe, ancien directeur sportif pendant de très nombreuses années du club de La Roche-sur-Yon en national. Alors j'aimerais vous entendre sur Emilien, qu'on va écouter juste un instant, un extrait de notre entretien qu'on a sorti aujourd'hui, l'entretien sport de 85 chrono, écoutez-le. C'est une course qui me tient à cœur, c'est une course que je venais voir tout petit avec ma famille, avec des proches. On était toujours
sur un bord du parcours en train de pique-niquer en attendant les coureurs. Donc c'est le Tour de Vendée, le Chrono des Nations et le Tour de France, on va dire que c'est les 3 courses qui m'ont fait rêver, et le Tour de Vendée et le Chrono des Nations aux Herbiers, c'est des courses où je pouvais être plus proche des coureurs. Vraiment, c'est des courses où on peut avoir plus facilement accès au paddock, au bus, et finalement c'est ça qui m'a donné envie et qui m'a fait rêver de vélo. Donc maintenant j'y suis, et en plus j'ai l'ambition de gagner. Je pense que j'ai les capacités pour le faire. Après, encore une fois, ça reste une course de vélo. Je sais qu'on a l'équipe pour, on a envie. L'équipe ne l'a pas gagné depuis 2002. C'est un entretien bien sûr tourné avant le Tour de Vendée, c'est pour ça qu'il parle au futur et qu'il aimerait bien le gagner. Donc deuxième pour Emilien Janière. Et Marion, ce que vous me disiez là en off à l'instant, il lance un peu trop tôt, on est d'accord? Disons qu'il y avait un fort vent de face, et pour le coup on sait que quand il y a un fort vent de face, déclencher trop tôt, c'est prendre le risque de se faire déborder. Et Dorian Godon, il était dans les roues, il a profité du phénomène d'aspiration et il déboîte au bon moment. Dans mes souvenirs, c'est à 75 mètres qu'il le déborde, donc voilà. Et Dorian Godon a été très fort, de toute façon, on sait que c'est une arrivée qui lui convient aussi. Costaud. Oui. Costaud, arrivé en costaud Dorian Godon, un champion de France qui s'est imposé aux Herbiers, tu le disais Simon, qui s'impose là encore une fois à Dompierre. C'est une belle promotion pour le Tour de Vendée d'avoir un champion de France. Pour le Tour de Vendée, c'est bien, oui. C'est une belle image, c'est une belle reconnaissance, donc un beau champion de France. Donc on imagine l'affiche de l'année prochaine, en 2026, avec le maillot de champion de France, forcément sur le visuel. Cette année, le 52e Tour de Vendée, c'est une réussite. On parlait du beau temps tout à l'heure, on parlait du monde au bord des routes. Vous en êtes satisfait? Ah oui, très, très, très satisfait. On a eu du monde dès le départ, tout le long du parcours, et puis une arrivée exceptionnelle avec un public qui était présent. Et non, ça fait plaisir à voir. On le verra l'année prochaine, il y aura une 53e édition. Ah oui, c'est sur les rails et c'est même bien engagé. Bien engagé, est-ce qu'il y a quelque chose à... Je crois que le départ est déjà acté pour l'année prochaine. Le départ, on l'a annoncé samedi matin, oui, donc ça serait la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc sur le bord de la mer. Donc voilà, ça sera un autre parcours, mais il y aura peut-être moins de bosses, mais il risque d'y avoir du vent. Et un petit mot du coup avant de parler de celui de l'année prochaine, peut-être sur le parcours de cette année. C'était donc une arrivée inédite et un départ inédit avec cette boucle là à 20 km. C'était une volonté de l'organisation? Oui, c'était une volonté parce que voilà, il fallait relancer le Tour de Vendée. Faut trouver des solutions pour un petit peu changer et attirer justement des villes dans le département. Et voilà, donc c'était un pari un petit peu fou peut-être, mais qui a payé, qui a réussi. Et donc on va continuer dans cette optique-là pour éventuellement tourner les arrivées et les départs. Un pari fou en termes d'un point de vue sportif sur le parcours, un pari fou aussi en termes de logistique. On est sur 2 communes qui sont entre guillemets relativement petites. Il faut aller aussi créer de l'espace pour tout installer sur place. Oui, c'est vrai que des communes comme celle-ci, c'était pas évident. Un départ, c'est un peu moins inquiétant. Une arrivée, c'est forcément, on a plus de matériel, on a plus de choses à mettre, il y a plus de public, il y a donc les parkings, toutes les infrastructures qui viennent se rajouter. Mais on a réussi et voilà, donc ça promet de belles arrivées dans le département pour les prochaines années. Pour les prochaines éditions. Et je vous propose qu'on fasse une petite parenthèse. On reviendra au cyclisme juste après, on va faire une petite parenthèse basket avec la 3e journée de Wonder League et 2e match à domicile pour les Lyonnaises du RVBC, toujours à la recherche d'une première victoire. Elle recevait à Latte Montpellier, leader du championnat avec 2 victoires en 2 matchs. Et vous le voyez, le match a très mal commencé pour les Lyonnaises. D'entrée, elles accusent 6 points de retard. Premier temps mort demandé par le coach David Gauthier pour remettre ses joueuses un petit peu à l'endroit, mais rien n'y fait, même si elles parviennent à amortir le choc, les visiteuses restent bien devant. À la fin du premier quart-temps, ça fait 22-16. Deuxième quart-temps, une bonne entame des Lyonnaises, mais Latte accélère alors que La Roche peine. Les Lyonnaises sont trop maladroites devant le panier et manquent pas mal d'occasions. Résultat, Latte Montpellier prend le large, 46-31 à la mi-temps, 15 points de retard pour les Lyonnaises qui ont même compté jusqu'à 19 points de retard, presque 20 points de retard. Personne ne croyait vraiment donc à leur retour, vous vous en doutez. Mais en deuxième période, elles vont mettre une très très grosse intensité. Je vous le disais donc 46-31, très grosse intensité dès le retour des vestiaires. Grosse pression sur l'équipe visiteuse à l'image de ce rebond offensif
On assiste alors à une sorte de match inversé par rapport à la première période, c'est-à-dire que les Lyonnais sont beaucoup plus tranchantes offensivement. À la fin du troisième quart-temps, La Roche a récupéré 6 points et c'est dans le dernier quart-temps qu'on va assister à un retournement de situation surréaliste. Personne n'y croyait. Avec 9 points de retard, vous le voyez, les Lyonnaises repassent devant à 30 secondes de la fin. Superbe run en toute fin de match et alors qu'il restait 1 minute de jeu, à peine 5 secondes, perte de balle, nouvelle opportunité pour les Montpelliéraines et sur cette dernière action, elles ne vont pas convertir. Victoire donc du RVBC au bout du bout, 74-73. Première victoire de la saison et un comeback exceptionnel. De quoi lancer la saison. Avant le match, j'avais dit aux filles qu'aujourd'hui, le plus important, c'était pas la victoire, gagner ou perdre. C'était travailler sur ce qui avait fait qu'on n'avait pas pu gagner les 2 premiers matchs pour grandir en tant qu'équipe et pouvoir un jour lancer notre saison parce qu'on avait sur trop de secteurs, notamment d'engagement, on était trop défaillants. Donc l'apprendre, c'est le bonus. Maintenant, en première mi-temps, oui, on se fait balader, mais en fait, c'est pas elle qui joue bien en première mi-temps. Si nous, on fait des erreurs énormes, on verra en tout cas, bien sûr, ça peut donner de la confiance, mais cette équipe n'a pas l'habitude de la Ligue féminine, donc il faut qu'elle apprenne à jouer dur tous les week-ends. On a vu qu'en prépa, on a fait des bons trucs, mais il y a eu un relâchement assez important. Donc on va veiller à ce qu'il n'y ait pas de relâchement et puis on verra si on est capable d'être plus régulier. Oui, je pense que vraiment cette victoire était très importante, non seulement parce que c'est notre première, mais aussi parce que c'était un adversaire solide. C'est une bonne façon de lancer notre saison. J'ai l'impression qu'on attendait un vrai défi pour montrer ce qu'on avait dans le ventre. Et même si tout n'était pas parfait, ça n'aurait pas pu tomber à un meilleur moment. Clairement, je pense que cette victoire va vraiment nous faire passer un cap. Le coach nous répète sans cesse qu'on doit montrer notre caractère et prouver qui nous sommes vraiment en tant qu'équipe. Et je crois que ce match, c'était exactement ça. On a été stupide. On s'est entêté à shooter à 3 points. Voilà, on perd comme ça le match. Et puis au rebond défensif, on s'est fait manger. C'est les 2 trucs qui n'ont pas été. Au rebond, on a été nuls. Et on s'est entêté à shooter à 3 points. Il fallait gérer après. On a géré comme des canards sans tête. D'accord. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est tout. Rien d'autre à dire. Voilà, le coach de l'AT Montpellier qui était passablement énervé. Je vous propose de regarder le classement de cette Wonder League et La Roche, grâce à cette victoire, qui remonte à la 8e place. Et vous le voyez aussi, nouvelle infographie. On remercie Jérôme, notre infographiste, pour ces petites flèches que vous voyez sur le côté. Donc ça veut dire que les 9, 10, 11 et 12e vont s'affronter pour savoir qui descend en 2e division. Côté masculin, en élite 2 cette fois, Chaland s'est lourdement incliné, 81-62 à La Rochelle et reste donc à la dernière place du classement. Les Chalandais sont toujours en quête d'une première victoire et commencent très mal leur début de saison en élite 2. En revanche, tout roule pour les Sables en National 1. Les Sablés sont sortis largement victorieux de leur match contre le Pôle France, 91-59, et occupent la 4e place du classement. À noter tout de même la défaite en Coupe de France la semaine dernière en milieu de semaine face à Tarbes-Lourdes, 81-72. On descend d'un échelon, toujours côté masculin, en National 2. Nouvelle victoire pour Montaigu, 80-77 contre Orsarieux. Au classement, les Montacutins, vous le voyez, sont 3e et sur le podium. Passons maintenant au rink hockey avec la 2e journée de National 1 en élite. La Vendéenne recevait l'US Koutra, une soirée un petit peu particulière, vous allez le voir, marquée par la présentation de la nouvelle présidente Alizée Guibaud qui succède à Lucie Gaucher après 8 années à la tête du club. Sur la piste, le match a démarré fort, très fort à la 8e minute. Nathan Jefflot, le capitaine vendéen, ouvre le score d'un tir lointain. Koutra réagit immédiatement. Juliane Martinez égalise dans la foulée, mais à peine le temps de souffler que Paul Bessoli permet à la Vendéenne de repasser devant. Si vous avez suivi, ça fait 2-1 pour les locaux. Et les Vendéens vont prendre le contrôle du match. À la 17e minute, Amaury Alanik envoie une superbe volée au fond des filets. Puis une minute plus tard, Anderson Luis Pinheiro da Silva conclut une contre-attaque éclair. À la pause, les locaux ont pris le large déjà 4-1. Solide derrière, efficace devant, tout roule pour la Vendéenne. Le début de deuxième période est à l'image de la première. Nicolas Gutiérrez traverse la défense dès les premières secondes et inscrit un nouveau but. Koutra, coaché par l'ancien Vendéen Marc Povedano, est dépassé, pris de vitesse à chaque action. Et donc la suite, vous la voyez, Jefflot s'offre un doublé, suivi par Gutiérrez qui inscrit lui aussi un deuxième but quelques minutes plus tard. Belle démonstration collective pour les Rouges et Noirs.
Et s'il fallait un dernier rempart pour parfaire cette soirée, Arnao Serra Garcia, le gardien lyonnais, a parfaitement tenu son rang avec une prestation très très solide. Victoire écrasante 7-1 pour les Lyonnais qui démarrent donc extrêmement bien la saison. Deuxième victoire en 2 matchs. Écoutez les réactions au micro de Thibaut Grasset. C'est un match très compliqué pour nous, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail. Il est bien travaillé pour faire la différence du score. La différence, c'est que le dernier match comparé n'a pas de but. Et aujourd'hui, il a commencé le match, c'est pour faire 1 à 2 buts, pour contrôler les matchs. C'est un bon match pour nous. L'objectif principal, c'est 3 points. 2 matchs, 6 points. C'est parfait pour nous. On est hyper content d'avoir gagné avec la manière. Je pense que c'était un match très complet. En attaque, on était très bon, on a été réaliste. En défense, on a été très solide toute la rencontre. On n'a pas relâché, même en ayant quelques buts d'avance. 50 minutes, tout le monde a joué, tout le monde a bien joué. Arnao a fait une très grosse partie au goal. Je pense qu'on peut être très satisfait parce qu'on sait que Koutras, c'est une équipe qui joue le haut tableau tous les ans. Donc on sait que c'est un concurrent direct. Mais je pense qu'on sort de ces 2 premiers matchs avec énormément de confiance. Tout le monde est en confiance, il y a un bon état d'esprit dans l'équipe. On sent une solidarité qui naît et qui est déjà présente dans les 2 matchs. Donc c'est une très bonne voie pour la suite du championnat. Ouais. On a été en dessous de la roche pendant les 50 minutes et il faut assumer, il faut analyser, il faut travailler pour soigner les erreurs qu'on a fait. Il ne faut pas oublier qu'on vient avec 2 joueurs en moins. On a 2 blessés de notre 4 majeurs. Ça nous fait un trou énorme parce qu'on est 6 à jouer. C'est pas pareil la rotation en 6. C'est compliqué. Mais bon, ce n'est pas des excuses. C'est juste que c'est des situations que dans le sport, ça arrive. On n'a pas tous les effectifs. On essaye de faire notre meilleur possible. Ça n'a pas été suffisant. Mais je suis fier de mon équipe quand même. Un œil au classement de ce championnat national 1 élite de rink hockey. Et donc, je vous le disais, avec 2 victoires en 2 matchs à la Vendéenne et 3e, tandis que le Poirier Roller a encaissé une lourde défaite 8-1 à Saint-Omer et est donc 11e et avant-dernier de ce classement. Un mot rapidement de roller hockey. Mouilleron le Captif s'est incliné 10-5 à Angers et au classement, les Ducks tombent à la dernière place de cette poule numéro 3. Et je vous propose qu'on repasse au cyclisme, au vélo. On va parler du chrono des nations. Ça sera ce week-end. Simon, je crois que tu avais une petite question pour Marion. Alors oui, déjà pour refaire un petit peu le tableau de ce chrono, dernière épreuve de la saison, c'est un peu un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de cyclisme, rendez-vous bien sûr pour les spécialistes du contre-la-montre individuel, c'est pour cela qu'on l'appelle le chrono des nations. Marion, des premiers noms avaient déjà été donnés il y a quelques temps parmi celles et ceux qui vont participer, puisqu'on rappelle qu'il y aura à la fois les hommes et les femmes, on va des catégories U17 jusqu'au professionnel. Quelques noms comme Maëva Stiban, double vainqueur d'étape sur le Tour de France féminin, ou encore Pierre Latour qui a récemment chuté, donc on espère qu'il sera présent du côté Total Energy, ou encore Emilien Janière. Le Suisse Stefan Kung a été confirmé ce matin, le tenant du titre, qui pourrait pourquoi pas battre un record de victoires, puisque le record c'est 4 victoires si je ne dis pas de bêtises, sur le chrono des nations. Il en a 3 du coup pour l'instant, pourquoi pas une 4e. Est-ce que d'autres noms peuvent déjà être annoncés aujourd'hui? Je sais que la soirée officielle de lancement c'est demain, mais est-ce qu'il y a déjà un autre nom éventuellement à nous donner ce soir? Oui, alors déjà, je corrige juste malheureusement. Alors Pierre Latour, on n'a pour l'instant pas plus d'informations sur sa présence ou non. Par contre, malheureusement, Maëva Stiban est tombée malade au championnat du monde au Rwanda et elle a mis un terme à sa saison. Donc voilà, c'est avec beaucoup de regrets, à la fois pour elle et pour nous finalement, que elle ne devrait pas être là dimanche. Parmi d'autres noms, on a annoncé quand même la championne du monde junior, Megan Arends, qui est vraiment l'une des toutes meilleures de cette génération. On aura un beau mano à mano avec la championne de France, Thaïs Poirier, qui sera là, qui a des attaches vendéennes aussi. On le rappelle. Et oui, parmi les noms, on peut citer quand même un spécialiste du contre-la-montre qui a fait son retour dans les pelotons professionnels cette année dans une équipe vendéenne. Il avait été champion d'Europe junior du contre-la-montre. Il a été champion de France à plusieurs reprises par la suite. C'est Alexis Brunel qui sera là, sous les couleurs de l'équipe Total Energy. Voilà, j'ai quand même un petit nom de plus à vous donner ce soir. On s'en contentera, ça fait un nom supplémentaire. Ça fait effectivement un nom supplémentaire pour une épreuve qui est souvent révélatrice aussi de talent, on a souvent l'occasion de le dire. Parmi les talents auxquels on peut penser, bien sûr, le Belge Remco Evenepoel est passé quasiment dans toutes les catégories, mais en tout cas chez les juniors et ensuite chez les professionnels sur le chrono des nations. Est-ce que c'est aussi une fierté, j'imagine, pour toutes les types du chrono, de savoir que l'épreuve permet souvent de révéler des talents? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en plus de ça,
Voilà, je prends Alexis Brunel, en l'occurrence, quand elle a été championne d'Europe, c'était à Plumelec en 2016, dans mes souvenirs. Il gagne le chrono des nations à ce moment-là aussi. Donc, on a commencé à parler de lui à ces moments-là. Donc oui, c'est important parce que c'est vrai que, je ne vais pas cacher, c'est compliqué d'avoir des grandes stars chez les élites parce que la saison, elle commence au mois de janvier à l'autre bout du globe, que c'est très long. Le 19 octobre, on a conscience que c'est tard aussi. Mais généralement, les coureurs qui viennent et qui performent dans les jeunes catégories, on les retrouve plus tard. Donc forcément, c'est toujours chouette. Ça met en avant le chrono des nations. Et justement, Simon, tu parlais Stefan Kung, victoire en 2021, 2022, 2024. Il vient 3 fois, il gagne 3 fois. Est-ce que là, pour sa 4e participation, il peut gagner aussi cette année ? Ça dépendra du plateau qu'on en sera demain. Il a peut-être été un peu moins fort cette saison, je vais pas le cacher, hein, mais oui, il a des chances en effet d'égaler le record de Pascal Lans de 4 victoires. Voilà, mais ça dépendra des noms qu'on annoncera demain. Il y aura une belle bagarre en tout cas. Oui, Stefan Kung est aussi commence à aussi être entre guillemets un ancien du peloton. Peut-être qu'il y aura une jeune pépite, on verra ça demain soir. Pourquoi pas pourrait venir chercher la victoire sur ce chrono à des nations. L'une des particularités aussi de l'épreuve, c'est que certes il y a la partie sportive et cyclisme, mais aussi tout ce qui est à côté. Notamment, je sais, un événement qui te tient à cœur, c'est aussi la randonnée Walter Benetton. Oui, complètement. C'est vrai que la rando Walter Benetton, elle existe depuis très 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 longtemps. Et d'ailleurs, quand Walter était encore de ce monde-là, il en a souvent donné le départ. Et c'était important de continuer. Depuis l'an dernier, eh bien, la famille de Walter a créé une association, l'association Walter Benetton. Donc cette randonnée, en plus de l'aspect randonnée avec le concours évidemment du CTH qui organise la partie, on va dire, technique et logistique de cette rando, eh bien, il y a une partie un peu plus festive avec un repas qui est organisé. Donc voilà, il y a la possibilité, même sans prendre le vélo finalement, de participer à un repas le samedi midi qui se passe aux Herbiers à Herbauges. Voilà. Il y a aussi quelque chose à noter, c'est que samedi sur le Tour de Vendée, Marion était là comme speaker, elle commentait l'épreuve, et dimanche prochain au Chrono des Nations, Vincent il sera comme chauffeur. Ce lien aussi entre les deux épreuves et ces échanges que vous pouvez avoir, c'est important pour vous justement ce soutien entre organisateurs d'événements importants sur le territoire vendéen? Bah, bien sûr. Bien sûr. En fait, on se doit déjà d'être solidaires. C'est vrai qu'on en parlait. C'est pas toujours évident d'organiser des courses de vélo. Ça prend beaucoup de temps. On est tous bénévoles et c'est important de pouvoir compter les uns sur les autres. Ça fait une entraide. Des bénévoles vont sur une épreuve, sur l'autre, et puis voilà, ça se croise un petit peu. Et puis c'est normal de se donner des coups de main à quelques kilomètres l'un de l'autre. Et le fait justement d'avoir ces épreuves à une semaine d'intervalle, ça permet aussi peut-être de garder les équipes sur le terrain, non? Je pense pas. Non, c'est pas les mêmes. Forcément, les coureurs qui viennent faire le chrono, c'est plus des spécialistes. Donc les équipes maintiennent pas le matériel et puis les coureurs pendant une semaine, je pense pas. Non. À la rigueur, c'est plus sur quelques prestataires. On a des échanges de bons procédés, mais non, franchement, sur ça, non. C'est vraiment le chrono. On y vient plus en individuel que par équipe. Donc, Non, et puis dimanche, il y avait aussi Paris-Tour, et donc souvent les assistants d'équipe qui parfois sont sur le Tour de Vendée remontent ensuite pour aller participer à Paris-Tour. Dorian Godon qui était à Paris-Tour, qui a enchaîné les 2 jours. Donc, et qui a fait une belle place aussi à Paris-Tour. Qui règle le sprint du peloton. Alors qu'il était lâché, je crois, en plus. Mais là aussi, il a été lâché, il est revenu. Il est revenu. L'une des particularités aussi du chrono des nations, c'est qu'il y a à la fois, donc on l'a dit, toutes les catégories jeunes jusqu'aux professionnels, et à chaque fois les courses femmes et hommes. C'est aussi important, avec aussi cette égalité toujours dans les primes entre les femmes et les hommes. Toujours, on va surtout pas revenir en arrière. On a été les premiers à établir cette égalité dans les grilles des prix, et c'est important. Et c'est la moindre des choses en fait qu'on puisse faire. Pour soutenir aussi le cyclisme féminin, il n'y a pas d'opposition en fait. On ne parle pas de cyclisme féminin ou de cyclisme masculin, c'est juste du vélo. Très bien, je vous propose qu'on clore cette page cyclisme et on va voir celle du football avec le 5e tour de la Coupe de France. Il est resté 12 équipes en lice et 8 vendéennes se sont qualifiées. Tous les clubs de niveau National 2 et National 3 encore en lice sont qualifiés et très souvent assez largement. Victoire 7-0 pour les Herbiers, 5-1 pour La Roche ou 5-0 pour les Sables ou la Châtaigneraie. Le résultat à retenir, c'est la victoire au tir au but de Fontenay. Vous voyez la photo de l'équipe. Après un 0-0 à Cholet, victoire, tenez-vous bien, 17-16 au tir au but, un vrai match de Coupe de France, plus d'une demi-heure au tir au but passé pour les joueurs. À retenir aussi les victoires d'Esnay
et la deuxième équipe de La Roche, l'Esso La Roche, au tir au but. Il y aura donc 8 clubs vendéens au 6e tour de la Coupe de France. On continue en football avec la découverte d'un sport. À présent, le FUTNET, c'est tout simplement du tennis-ballon en compétition. Notre journaliste Thibaut Grasset s'est rendu au Sables d'Olonne ce samedi à l'occasion de la deuxième journée de championnat de première division. La section tennis-ballon des Sables Vendée Football, club de National 3, accueillait les équipes de Caux et d'Évreux. Nous avons suivi le premier match qui opposait Les Sables à Évreux, l'une des équipes les plus redoutées de la discipline. Le match se dispute, vous le voyez, comme au volley, donc 3-7 gagnants. Le premier set est assez disputé, les deux équipes restent au coude à coude, mais les Vendéens prennent l'avantage, 15-13. Deuxième set, Évreux réagit et l'emporte 15-11, ça fait donc un partout. Dans le troisième set, les Sablés rencontrent davantage de difficultés, plusieurs frappes mal ajustées, sorties de terrain, ça fait 15-10 pour les Normands. Et dans le quatrième set, un peu plus équilibré, après une égalité à 10 partout, les Sablés parviennent à renverser la situation. 17-15, on est donc à 2 sets partout. Ça va se jouer dans un cinquième set décisif. Le cinquième et dernier set, donc les joueurs des Sables d'Olonne gardent leur sang-froid et s'imposent 15-12. 3-2 pour les Sables. Et un petit mot du second match de la journée. Les Sablés se sont inclinés face à l'équipe de Caux sur le score net de 3-0. Je vous propose donc d'écouter les réactions des joueurs au micro de Thibaut Grasset. Un petit mot de trail, on n'a pas les interviews. Donc ce week-end avait lieu deux trails en Vendée, le trail de la vallée de Lyon et celui de la Châtaigneraie. Au total, plus de 1200 participants. Vous le voyez sur ces images, toutes catégories réunies. À noter quelques résultats, la victoire de Cyril Valin sur le 32 km dans la vallée de Lyon, celle de Thomas Chesbeuf sur le 42 km de la Châtaigneraie. Et puis un petit coucou à l'un de nos collègues avec Simon, Florian Wozniak, deuxième du 25 km à la Châtaigneraie derrière Vincent Gadet. On fait un petit coucou à Florian. Une belle performance. Et très belle performance. C'est rare. Pas sûr qu'il apprécie. Tour d'horizon maintenant des résultats du week-end avant de conclure ce 85 chrono. Tout d'abord, en hockey sur glace, le Hogli s'est imposé 6-5 à Reims. Une victoire qui leur permet, vous le voyez, de prendre la deuxième place de cette deuxième division. À noter quand même pas mal de matchs en retard dans cette deuxième division. Handball à présent, deuxième division féminine. Défaite cruelle sur la toute dernière action pour les Lyonnaises, 25-24 à Vaux-en-Velin. Cette défaite les fait reculer au classement, 8e place sur les 10 équipes engagées. Enfin, un petit mot de rugby, et ça va mieux pour nos clubs vendéens. Belle victoire 35-14 pour les Sablés contre Bordeaux. Victoire également pour La Roche, 18-9 contre Bazas. Et donc au classement, les deux équipes remontent. 7e pour La Roche-sur-Yon avec 11 points, et les Sables sont 8e avec 10 points. Et comme on n'a pas eu d'interview, on a encore un petit peu de temps avant de conclure cette émission. On va parler du chrono des nations. On va revenir sur le chrono des nations. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Simon ? Eh bien, une information importante, c'est que bien sûr, le chrono des nations sera à vivre en direct dimanche prochain sur TV Vendée, bien évidemment, avec deux consultants de choix, deux spécialistes, on peut le dire, de l'effort individuel qui seront aux commentaires. Oui, c'est vrai, on retrouvera Antoine Devanne cette année encore, qui est en plus un local. Donc voilà, outre spécialiste, c'est un local. Et puis, on a la chance d'avoir une néo-retraitée des pelotons qui est experte. On ne peut pas en dire moins, ça c'est clair. Audrey Cordon-Rago qui sera consultante et avec Simon aux commentaires. Je vous invite au rendez-vous. Si vous ne vous déplacez pas sur les herbiers, c'est évidemment sur TV Vendée qu'il faudra se connecter parce que voilà, on ne pouvait pas réunir meilleure équipe. Et sur TV Vendée, bien sûr. Ah bien évidemment, sur TV Vendée. Alors, rendez-vous donc pour ce chrono des nations, donc pour l'ensemble des épreuves. Un mot aussi très rapidement, Marion, sur le parcours, parce qu'il y a aussi 3 distances, bien évidemment, en fonction des catégories, à ne pas oublier, avec toujours cette arrivée mythique près de la gare aux Herbiers. Oui, tout à fait. Alors, le seul petit changement dans le parcours, ce sera du côté de Saint-Paul-en-Parais, mais juste on prend une rue, on va dire, transversale pour raison de travaux. Donc, c'est vraiment un changement à la marche. Sinon, on est toujours sur les mêmes parcours, avec un point intermédiaire qui est commun à tous les parcours, donc ça permet de comparer finalement aussi bien les U17 aux professionnels. Alors,
ça le fait avec de très grands champions, mais Remco Evenepoel à l'époque en junior, ça avait compté. Évidemment, ce point intermédiaire du côté de Saint-Paul, donc il y aura tout d'abord le parcours de 16 km 900 qui est commun aux épreuves U17 hommes-femmes et donc junior-femmes. On aura le parcours de 26 km 740 avec les juniors hommes U23 et les femmes U23 et élite. Et puis le plus grand parcours qui passera du côté de Mouchamp de 44 km, un petit peu plus de 44 km au programme. Et bah très bien, le rendez-vous est pris dimanche, TV Vendée, et puis pour ceux qui veulent pas regarder à la télé, vous pouvez vous déplacer sur place aux Herbiers. Merci à tous d'être venus sur notre plateau, c'est la fin de 85 chrono. Vous pouvez évidemment retrouver l'émission en replay sur tvvendée.fr. N'oubliez pas notre entretien avec Émilien Janière, coureur de la Total Énergie. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine.